Dans les tours de verre de Victoria Island, on dit que l'argent ne parle pas, il hurle. Mais le silence? C'est dans le silence que se cachent les vrais secrets, les plus dangereux. Ils la regardèrent et ne virent qu'une serpillière, un sceau, une inconnue. Ils ignoraient qu'elle portait en elle le sang des diplomates et les secrets des seigneurs de guerre. Lorsque le milliardaire jeta ce contrat sur la table en riant, offrant sa fortune à quiconque saurait le déchiffrer, il ne se doutait pas qu'il remettait une arme chargée à la femme de ménage. Et lorsqu'elle prit enfin la parole, elle ne se contenta pas de traduire un document. Elle déclencha une guerre. Bienvenue à nouveau, chers lecteurs. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne manquer aucun épisode de nos récits intemporels. Dites-moi en commentaire, vous est-il déjà arrivé d'être sous-estimé par quelqu'un qui se croyait supérieur à vous? Dites-moi d'où vous nous regardez. C'est parti. La climatisation de la tour Sterling Gold était toujours réglée sur 19 degrés. C'était un hiver artificiel et rigoureux, conçu pour préserver la santé des hommes qui contrôlaient le destin du pétrole nigérian. Mais pour Elizabeth Carter, cela signifiait simplement avoir les mains constamment froides. Il était 7 heures du matin, un mardi humide à Lagos. Dehors, derrière les épaisses vitres blindées du 30e étage, la ville s'éveillait. Les minibus jaunes, les Danfo, se disputaient déjà la place sur le ponteur de Mainland, un véritable chaos de métal et de frustration. La chaleur s'élevait déjà de l'asphalte, menaçant de transformer la ville en sauna. Mais là-haut, dans l'air raréfié d'écho atlantique, tout était silencieux, frais, et embaumait le cirage au citron et le cuir précieux. Elizabeth poussait son chariot gris dans le couloir. Une roue grinçait légèrement, grincement, 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 ce qui l'agaçait. Elle s'arrêta, ajusta sa charge de papier essuie-tout et reprit sa route. Le silence était son armure. L'invisibilité, son bouclier. Elle portait l'uniforme réglementaire de l'entreprise de nettoyage sous-traitante, une tunique bleue délavée et informe, un pantalon ample qui dissimulait sa silhouette et un foulard qui tirait ses cheveux en arrière, laissant apparaître un visage sans maquillage. Elle gardait les yeux rivés au sol. Dans cet immeuble, le contact visuel était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Pour les hommes et les femmes qui travaillaient ici, les analystes en tailleur italien, les secrétaires aux extensions brésiliennes, les cadres à la montre en or, Elizabeth n'était pas une personne. Elle était une fonction. C'était grâce à elle que les poubelles n'étaient jamais pleines. C'était grâce à elle que la table de conférence en acajou brillait. Elle faisait partie du mobilier, et le mobilier ne parle pas. « Pousse-toi, femme !» lança une voix sèche. Elizabeth s'écarta rapidement, se plaquant contre le mur de marbre. Marcus Thorne, le vice-président des opérations, passa devant elle d'un pas décidé. Il ne la regarda pas. Il la traversa du regard. Il hurlait dans son iPhone dernier cri, sa voix résonnant contre les parois de verre. « Je me fiche de ce que dit le ministre », aboya Marcus, son accent britannique sec et arrogant. « L'accord doit être signé vendredi. Si le consortium français se retire, il y aura des têtes qui tomberont, et je vous assure que la mienne n'en fera pas partie. » Il sentait le oud et le cigare rance. Elizabeth le regarda s'éloigner. Elle savait des choses sur Marcus Thorne qui auraient pu le faire flancher. Elle savait qu'il buvait du scotch dans son bureau à 10 heures du matin. Elle savait qu'il avait une liaison avec la directrice des ressources humaines, car elle avait nettoyé du rouge à lèvres sur son col dans les toilettes privées. Elle savait qu'il était aux abois. Mais elle savait aussi que le savoir sans pouvoir n'était qu'un fardeau. Elle poussa son chariot vers la salle de réunion principale. C'était le jour J. Le grand sommet. Les rumeurs circulaient parmi le personnel d'entretien depuis des semaines. Une fusion colossale. Des investisseurs étrangers d'un conglomérat francophone du Congo proposaient un partenariat qui allait bouleverser l'industrie minière en Afrique de l'Ouest. Alors qu'elle entrait dans la salle de réunion pour les dernières retouches, son téléphone vibra. Elizabeth se figea. L'utilisation des téléphones personnels était strictement interdite au personnel. Elle jeta un coup d'œil à la caméra de sécurité dans le coin. Un œil rouge clignotant observait chacun de ses mouvements. Tournant le dos à la caméra, elle sortit son téléphone. C'était un SMS du centre hospitalier universitaire de Lagos. Patient. David Carter. Urgent. Dialyse manquée. Solde dû. 450 000. Paiement immédiat requis ou sortie prolongée. Elizabeth ferma les yeux, luttant contre la vague de nausées qui la prenait aux tripes. 450 000 Naira. C'était comme 450 millions. Son salaire mensuel était de 40 000.
Après les frais de transport et le loyer de la chambre qu'elle partageait avec les rats à Ashguinl, elle avait à peine de quoi se nourrir, et encore moins de quoi payer un traitement rénal spécialisé. David avait 22 ans. Il était brillant, poète, rêveur. Et il était en train de mourir parce que leur père, le grand ambassadeur Thomas Carter, était tombé en disgrâce, ne leur laissant qu'un nom de famille qui ne leur ouvrait aucune porte et un héritage de honte. « Concentre-toi, Lise, murmura-t-elle. Sa voix lui paraissait étrange. Elle l'utilisait si rarement ces derniers temps. Elle glissa son téléphone dans sa poche et serra son vaporisateur. La colère était un luxe. Le chagrin aussi. Pour l'instant, elle devait garder son emploi. À 8h30, la salle de réunion était pleine. Elisabeth aurait dû être partie depuis longtemps, mais une carafe de café renversée avait exigé son attention immédiate. À genoux dans un coin, elle frottait la moquette, essayant de se faire aussi petite qu'une souris. L'atmosphère était tendue. Le chef Adebayo était assis en bout de table. Le PDG de Sterling Gold était un colosse, vêtu d'un agbada blanc flottant qui coûtait plus cher que toutes les économies d'Elisabeth. C'était une légende à Lagos, un homme parti de rien qui avait bâti un empire. Il était bruyant, exubérant et terrifiant. À sa droite, Marcus Thorne transpirait malgré la climatisation. À sa gauche, l'équipe juridique ressemblait à des écoliers terrifiés. « Où est le document ?» tonna le chef Adebayo en frappant la table de sa main lourde. Le bruit fit tressaillir les verres d'eau en cristal. « Et où est l'interprète ?» La délégation française atterrit dans 4 heures. « Le coursier vient d'arriver, chef, » répondit Marcus d'une voix légèrement tremblante. Il fit glisser un épais document relié sur le bois poli. « Voici la proposition finale envoyée de Kinshasa. »« Et l'interprète ?» demanda Adebayo. Bloqué dans les embouteillages sur l'autoroute Lekki-Épée, balbutia un jeune collaborateur. Un camion-citerne s'est renversé. On est à l'arrêt depuis 3 heures. Le chef Adebayo jura en yoruba, une longue tirade d'insultes colorées mettant en doute la santé mentale des ancêtres du collaborateur. Il s'empara du document. Il était lourd, une 50aine de pages, relié en cuir noir. « Je n'ai pas besoin d'interprète pour lire des chiffres, » grogna Adebayo. Il ouvrit le document d'un geste brusque. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Elisabeth, toujours à genoux dans un coin, interrompit son nettoyage. Elle observa le visage du chef. Son expression passa de l'impatience à la confusion, puis à une fureur incontrôlable. « Quoi, qu'est-ce que c'est que ça ?» Adebayo leva les yeux, le regard hagard. « C'est du français ? J'ai étudié le français au lycée. Ce n'est pas du français. » Marcus se pencha vers lui. « C'est du jargon juridique, chef. Du français technique minier, mêlé au dialecte régional de l'intérieur du Congo où se trouvent les mines. C'est spécifique. C'est du charabia, » rugit Adebayo. Il brandit le papier. « Nous avons 72 heures pour signer, sinon le contrat ira aux Chinois. J'ai 20 milliards de naira en jeu, et je suis incapable de déchiffrer un seul mot. » Il jeta le document par terre. Celui-ci glissa sur la longue table et s'arrêta dangereusement près du bord. « Qu'on m'appelle quelqu'un » hurla Adebayo. « Appelez l'université. Appelez l'ambassade. Je m'en fiche. »« On a essayé, chef, » dit Marcus en s'essuyant le front avec un mouchoir en soie. « Les nuances, ce dialecte est rare. La terminologie minière spécialisée. Même Google Traduction nous donne des résultats incompréhensibles. Il nous faut un expert. » Un silence pesant et suffocant s'abattit sur la pièce. Les hommes les plus riches du Nigeria étaient paralysés par l'encre sur le papier. Puis, le chef Adebayo éclata de rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était le rire d'un homme habitué à se sortir de ses problèmes à coups d'argent et consterné de voir sa carte de crédit refusée par le destin. L'argent, marmonna Adebayo. C'est toujours une question d'argent. Il se leva, sa silhouette massive projetant une ombre sur la table. Il regarda ses cadres, les yeux emplis de mépris. « Vous avez tous des MBA. Vous avez tous des diplômes d'Oxford et de Harvard. Et vous ne servez à rien. » Il pointa un doigt épais vers le document. « Je vais vous faire une offre, » annonça Adebayo d'une voix rauque et menaçante. « Mon salaire pour ce mois-ci. Le salaire de base. 20 millions de naira. » Des murmures d'étonnement parcoururent la pièce. « 20 millions, » répéta Adebayo. « À quiconque n'importe qui dans ce bâtiment qui peut prendre ce document maintenant,
Me le lire et me dire si je me moque de vous. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Marcus laissa échapper un petit rire nerveux. Chef, soyez sérieux. Il n'y a personne d'autre ici que nous, et le personnel. Marcus désigna nonchalamment le coin où Elisabeth était agenouillée. Il ne la regarda même pas. Il se contenta de désigner son uniforme. Peut-être que la femme de ménage connaît le droit minier français, railla Marcus. Je suis sûr que ça fait partie du programme scolaire dans les bidonvilles. La pièce éclata de rire. Un rire cruel et obséquieux. Il riait pour plaire au patron. Il riait pour détendre l'atmosphère. Il riait parce que l'idée que la femme qui nettoyait leurs toilettes puisse comprendre les subtilités du commerce international était la blague la plus drôle qu'ils aient entendue de toute l'année. Elisabeth ne broncha pas. Elle garda la tête baissée, sa main décrivant de petits mouvements circulaires avec la brosse sur la moquette. Mais intérieurement, son cœur battait la chamade comme celui d'un oiseau pris au piège. 20 millions de Néra. Ce chiffre résonna dans sa tête. Il couvrit les rires. 20 millions. C'était le prix des dialyses à vie de David. C'était le prix d'une greffe de rein en Inde. C'était le prix d'une maison au toit étanche. C'était le prix de la liberté. Elle regarda ses mains. Elles étaient rugueuses, calleuses à cause de la javel et du dur labeur. Mais sous cette carapace se cachaient les mains d'Elizabeth Carter, fille de Thomas Carter. Elle se souvenait de la bibliothèque de leur ancienne maison à Ikoyi, avant le scandale, avant le gel des avoirs. Elle se souvenait d'être assise sur les genoux de son père pendant qu'il parlait au téléphone avec des dignitaires à Genève. La langue est essentielle, Lise, disait-il souvent. L'anglais, c'est pour les affaires. Le français, c'est pour la diplomatie. Mais les dialectes, les langues locales, c'est là que réside l'essence même des choses. Apprends les dialectes, et tu apprendras les secrets. Elle parlait un français parfait. C'était ce qu'on attendait d'une fille de diplomate. Mais son père avait été ambassadeur en RDC pendant 5 ans. Elle avait grandi à Kinshasa. Elle connaissait les dialectes. Elle connaissait l'argot. Elle connaissait ce langage spécifique, fleuri et trompeur, que les seigneurs de guerre des mines congolais utilisaient pour dissimuler leurs crimes. Elle leva les yeux. Les rires s'estompaient. Les hommes retournaient à leur téléphone, comme si de rien n'était. Le chef Adebayo s'était affalé dans son fauteuil, l'air vaincu. Elisabeth se leva. Ses genoux craquèrent légèrement. Elle prit son seau. Elle prit son vaporisateur. Elle devait partir. Elle devait s'en aller. Si elle parlait, elle se trahirait. Si l'on découvrait qui elle était, la fille du déshonoré Thomas Carter, Marcus Thorne ne se contenterait pas de la licencier. Il ferait en sorte qu'elle ne travaille plus jamais à Lagos. Son anonymat était la seule chose qui maintenait son frère en vie. Mais 20 millions de Néra. Elle se dirigea vers la porte. En passant devant la table, elle ralentit. Le document était là, ouvert à la première page. Un simple coup d'œil. C'était tout ce dont elle avait besoin. Juste pour voir. Elle ne s'arrêta pas, mais son regard parcourut le texte. La police était petite, archaïque. Conditions de consolidation relatives aux droits d'extraction du cobalt. Cela semblait banal. Ennuyeux, même. Mais soudain, son regard fut attiré par le 3e paragraphe. Une clause enfouie au milieu d'une phrase sur la réglementation environnementale. La cessation immédiate de tous les actifs locaux. Elisabeth hésita. Cessation immédiate de tous les actifs locaux. Elle regarda de plus près, au risque de s'arrêter net. Son regard parcourut la page. Transfert de souveraineté à la filiale fantôme. Transfert de souveraineté à la filiale fantôme. Ce n'était pas une fusion. C'était une liquidation. Il n'achetait pas Sterling Gold pour s'associer. Il l'achetait pour la vider de sa substance. Ils allaient dépouiller l'entreprise de ses actifs, licencier tout le personnel nigérian et transférer les droits dans une société écran basée aux îles Caïmans. Et la date. Elle vit la date d'entrée en vigueur. Minuit, demain. Si le chef Adebayo signait, l'entreprise serait morte dans 24 heures. Des milliers de personnes perdraient leur emploi. L'économie en prendrait un coup. Et l'homme assis en bout de table serait ruiné. Qu'est-ce que tu regardes? La voix de Marcus claqua comme un fouet. Elisabeth releva brusquement la tête. Marcus la fixait, les yeux plissés. Il ressemblait à un serpent observant une souris. « Je t'ai posé une question, dit Marcus en se levant lentement. Tu sais lire,
Femme de ménage? Ou es-tu simplement hypnotisée par ces jolies lettres? Élisabeth serra la poignée de son seau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ne rien dire. S'éloigner. Je faisais juste la poussière, monsieur, murmura-t-elle en forçant son accent à paraître peu instruite. Pardon, monsieur. Sors, cracha Marcus. Avant que je ne fasse expulser la sécurité. Élisabeth se retourna et se précipita hors de la pièce. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir. Elle se précipita dans le couloir, passa devant la réception et entra dans l'ascenseur de service. Ce n'est que lorsque les lourdes portes métalliques se refermèrent, l'enfermant dans la cage d'ascenseur, qu'elle expira. Elle s'affaissa contre le mur, glissant jusqu'à toucher le sol métallique sale. Elle l'avait vu. Elle connaissait la vérité. Les vibrations de l'ascenseur lui vrillèrent le dos. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message. David Carter. État critique. Taux d'oxygène en baisse. Les larmes lui piquèrent les yeux. Des larmes brûlantes, empreintes de colère. Elle les essuya furieusement du revers de la main. Elle avait le choix. Elle pouvait retourner dans sa chambre à Ashgunle, regarder son frère s'éteindre et rester en sécurité. Elle pouvait laisser le milliardaire perdre sa fortune et le vice-président trahir son pays. Ce n'était plus son monde. Elle était un fantôme. Les fantômes ne sauvent pas les vivants. Oh. Elle porta la main à sa poche. Lorsqu'elle avait trébuché près de la table, dans la fraction de seconde où Marcus lui avait crié dessus, sa main avait agi plus vite que sa pensée. Elle le sortit maintenant. Un morceau de papier froissé. C'était la page récapitulative. Le pense-bête que la délégation française avait joint au verso du document. Celui que Marcus avait manqué. Celui qui retraçait toute la chronologie du vol. Elle lissa le papier sur ses genoux. Le français était complexe, truffé d'expressions idiomatiques, mais pour elle, il était aussi clair que le ciel du matin. Opération, nuit silencieuse. Élisabeth fixait le papier dans la pénombre de l'ascenseur. Une brûlure commença à l'envahir. D'abord timide, alimentée par le désespoir, elle grandit rapidement, nourrie par des années d'humiliation, des années à être ignorée, des années à être traitée comme un déchet. Ils la prenaient pour un meuble. Ils la croyaient stupide. Ils allaient bientôt découvrir que les meubles avaient des oreilles, et que la stupide femme de ménage était la personne la plus intelligente de l'immeuble. L'ascenseur siffla et s'ouvrit sur le sous-sol, là où se trouvaient les casiers. Élisabeth se leva. Elle n'avait plus l'air d'une femme de ménage. La mâchoire serrée, le regard dur, elle affichait une mine sévère. 20 millions, murmura-t-elle dans la cage d'ascenseur vide. Et une bonne dose de vengeance. Elle n'allait pas leur traduire le document. Pas encore. Ce serait trop facile. Si elle entrait là-bas maintenant, Marcus la discréditerait. Il dirait qu'elle mentait. Il l'anéantirait. Non. Il lui fallait un plan. Elle devait mieux jouer qu'eux. Elle se dirigea vers son casier, l'ouvrit et en sortit un carnet. C'était un vieux journal abîmé que son père lui avait offert. Elle l'ouvrit à une page blanche. Elle prit un stylo et commença à écrire. Non pas une traduction. Un avertissement. Elle serait le fantôme qu'il redoutait. Elle entrait ce bâtiment. Elle les ferait douter de leur propre santé mentale. Et quand elle aurait fini, le chef Adebayo ne se contenterait pas de lui donner son salaire. Il la supplierait de l'accepter. Élisabeth Carter cliqua sur son stylo. La partie avait commencé. Le trajet entre les sols de marbre de Victoria Island et les ruelles boueuses d'Ashgunle dure 2 heures, mais on a l'impression de voyager entre 2 planètes différentes. Élisabeth était assise à l'étroit au fond d'un danfo jaune, les genoux pressés contre le siège métallique rouillé devant elle. L'air était saturé d'odeurs de gaz d'échappement, de bananes plantains grillées et de la sueur de 20 passagers épuisés. Le contrôleur, appuyé contre la porte ouverte, criait les destinations par-dessus la musique Fuji assourdissante qui faisait vibrer la carrosserie du véhicule. Oshodi. Mile 2. Ashgunle. Élisabeth serrait son sac contre sa poitrine. À l'intérieur, enveloppée dans un sac plastique pour la protéger de l'humidité, se trouvait la page de résumé froissé qu'elle avait volée dans la salle de réunion. Elle la brûlait contre ses côtes comme une braise. Elle ferma les yeux, se laissant envahir par le rythme chaotique de la gosse. Dans son esprit, elle était encore dans l'ascenseur, ressentant encore l'adrénaline du vol. Mais tandis que le bus cahotait sur les routes défoncées du continent,
La réalité s'imposa d'elle-même, brutale et glaciale. Elle jouait un jeu dangereux. Vol. Espionnage industriel. Si Marcus Thorne découvrait qu'elle était en possession de ce document, la police ne se contenterait pas de l'arrêter. Dans une ville où l'argent faisait la loi, elle pourrait disparaître en cellule et ne plus jamais donner signe de vie. Le bus s'arrêta brusquement à son arrêt. Elisabeth descendit dans la pénombre. Ageguinle, la ville-jungle, vibrait de vie. Des générateurs rugissaient comme des bêtes féroces devant chaque boutique, compensant la panne de courant qui avait plongé le quartier dans l'obscurité. Des enfants jouaient au football dans les rues étroites, évitant les motos, tandis que des femmes vendaient de la soupe au poivre et des cartes de recharge à la lueur des lampes à pétrole. Elisabeth marcha d'un pas rapide, la tête baissée, se frayant un chemin dans le dédale de baraques. Elle atteignit son immeuble, une structure en béton qui avait connu des jours meilleurs. Elle monta les escaliers jusqu'au 3e étage, ouvrit le cadenas de sa porte et entra. La pièce était petite, suffocante et empestait le béton humide. Un matelas une place était posé à même le sol. Sur une table en plastique reposait un petit réchaud à gaz et une pile de livres, les seuls vestiges de son ancienne vie qu'elle avait refusé de vendre. Elle n'alluma pas la lumière. De toute façon, il n'y avait pas d'électricité. Elle alluma une petite lampe torche à pile et la posa sur la table. Puis, elle sortit le papier volé. Sous le faisceau blanc et cru de la lampe torche, le texte français semblait luire. Elisabeth rapprocha sa chaise. Elle ne se contentait pas de lire, elle traquait. Son doigt suivait les lignes du texte, ses lèvres bougeant silencieusement tandis qu'elle traduisait le jargon juridique complexe en anglais. Article 14b. Protocole de démantèlement d'actifs via l'entité écran noir cobalt. Sous-section 3. Licenciement de 90% du personnel local dans les 45 jours suivant l'acquisition. Elle eut le souffle coupé. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas une simple liquidation. C'était un massacre. Il comptait licencier tout le monde, des concierges aux jeunes cadres, et faire venir des machines automatisées bon marché et des sous-traitants étrangers. Soudain, son doigt s'arrêta au bas de la page. La signature. Jean-Luc Dubois. Associé principal, Alliance Congo-France. La pièce se mit à tourner. Elisabeth laissa tomber le papier comme s'il l'avait mordu. Elle repoussa sa chaise, haletante. Dubois. Le souvenir la frappa de plein fouet. Elle avait de nouveau 18 ans, sur la terrasse de la résidence diplomatique à Genève. Son père, Thomas Carter, tenait une coupe de champagne et riait avec un homme en smoking impeccable. L'homme était charmant, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux bleus glaciers. « Voici Monsieur Dubois, Elisabeth, avait dit son père. C'est un requin, mais il sourit comme un dauphin. Ne fais jamais confiance à un homme qui sourit quand il parle d'argent. » 2 ans plus tard, c'est Dubois qui avait divulgué les documents falsifiés, accusant son père de détournement de fonds d'aide. C'est Dubois qui avait témoigné contre lui. C'est Dubois qui avait vu le nom des Carter traîner dans la boue, brisant le cœur de son père et laissant Elisabeth et David dans le dénuement. Il était l'artisan de leur ruine. Et maintenant, il s'en prenait au chef Adebayo. Il s'en prenait aux milliers de familles qui dépendaient de Sterling Gold. La vipère souriante, murmura-t-elle dans l'obscurité. Elle relut le document. La date de la signature était fixée à jeudi midi. Il lui restait moins de 36 heures. Elle ne pouvait pas simplement entrer dans le bureau du chef Adebayo et dire « Excusez-moi, je suis la fille de l'homme déshonoré par votre nouveau partenaire. » Adebayo était un homme fier. Il prendrait cela pour le mensonge désespéré d'une mendiante. Et Marcus Thorne? Marcus la livrerait à Dubois en guise d'offrande de paix. Il lui fallait un moyen de pression. Il fallait qu'Adebayo voie la vérité par lui-même. Son téléphone vibra bruyamment sur la table en plastique. Elle sursauta, les nerfs à vif. C'était encore l'hôpital. Un appel manqué, cette fois. Elle ne rappela pas. Elle ne pouvait pas. Elle n'avait pas encore l'argent. Elisabeth ramassa le papier et le plia soigneusement, le glissant dans la couverture du vieux journal de son père. Elle expira le souffle qu'elle retenait. « D'accord, papa », murmura-t-elle en caressant la couverture en cuir du livre. « Tu m'as appris la diplomatie. Maintenant, je dois apprendre l'espionnage. » Le mercredi matin, à la Sterling Gold Tower, c'était le chaos. L'air était vibrant d'une énergie frénétique. Les cadres arpentaient les couloirs, chargés de piles de dossiers, hurlant dans leurs oreillettes. Elisabeth arriva à 6 heures, les yeux cernés par le manque de sommeil.
Elle avait passé la nuit à analyser le document, à mémoriser les clauses, à repérer les failles que Dubois avait exploitées pour dissimuler son piège. Le cœur battant la chamade, elle poussa son chariot vers l'aile des dirigeants. Les agents de sécurité la laissèrent passer sans lever les yeux. Pour eux, elle faisait simplement partie de l'équipe du matin. Tandis qu'elle astiquait les parois vitrées de la salle de conférence, elle entendit la panique. Le chef est en train de tout saccager, chuchota une secrétaire à une assistante juridique près de la fontaine à eau. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il sent que quelque chose cloche dans ce contrat, mais il n'arrive pas à le prouver. Il a appelé 3 agences de traduction à Londres, mais elles ont dit que le dialecte était trop obscur pour un délai aussi court. Et Thorne fait pression pour obtenir la signature. Il dit que le chef est paranoïaque. Il dit qu'on va perdre le contrat si on tarde. Elisabeth continuait d'essuyer la vitre. Grincement. Grincement. Thorne faisait pression parce qu'il était corrompu. C'était la seule explication. Elle devait entrer dans le bureau du chef. C'était une forteresse dans la forteresse. Le chef Adebayo laissait rarement entrer les femmes de ménage en son absence, mais tous les matins à 9 heures, il tenait une réunion dans la salle de conférence principale. Son bureau privé restait donc vide pendant exactement 20 minutes. Elle regarda l'horloge au mur. 8h55. Elle attendait dans le placard à fourniture, comptant les secondes. À 9h02, elle vit Adebayo sortir en trombe de son bureau, suivi de près par Marcus Thorne. « Je me fiche de l'échéance, Marcus », hurlait Adebayo. « J'ai comme un mauvais pressentiment. »« Ton intuition n'a aucune valeur juridique, chef », rétorqua Marcus. Ils tournèrent au coin de la rue, en direction de la salle de réunion. Le couloir était désert. Elisabeth se mit en mouvement. Elle activa son badge d'accès, le niveau d'habilitation le plus bas, mais suffisant pour les tâches de surveillance, et la lourde porte en chaîne du bureau du PDG s'ouvrit avec un clic. Elle se glissa à l'intérieur et referma doucement la porte. Le bureau était immense. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur l'océan Atlantique. Le bureau était une dalle d'obsidienne, recouverte de papier. Elisabeth ne regarda pas les papiers. Elle n'était pas là pour voler. Elle était là pour planter. Elle se dirigea vers la table d'appoint où Adebayo rangeait ses affaires personnelles. Une cave à cigares, une photo encadrée de sa défunte épouse et un carnet relié cuir. Elle l'avait vu y écrire à maintes reprises son « carnet d'idées ». Il avait plus confiance en ce carnet qu'en ses conseillers. Elle ouvrit le carnet à la première page blanche. Sa main tremblait lorsqu'elle sortit de sa poche un stylo à billes bleu bon marché. C'était de la folie. S'il y avait une caméra à son insu. Elle se força à se concentrer. Elle écrivit en lettres capitales, dissimulant son écriture. L'opération n'est pas une fusion. C'est une acquisition. Demandez à Dubois ce qu'il est que « noir cobalt ». Demandez-lui de définir « cession immédiate des actifs locaux » au paragraphe 14. Le traducteur est plus proche que vous ne le pensez. L'oreille de l'OBA. Elle souffla sur l'encre pour la sécher. L'oreille de l'OBA. Dans la culture yoruba traditionnelle, l'OBA, roi, avait des yeux et des oreilles partout. C'était un symbole de savoir caché. Cela ne manquerait pas d'intriguer un homme comme Adebayo, si fier de son héritage. Elle referma le livre et le remit exactement à sa place. Elle attrapa son plumeau et le passa rapidement sur les étagères, comme si elle avait travaillé. Elle s'apprêtait à partir quand la poignée de la porte bougea. Elisabeth se figea. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas Adebayo. C'était Marcus Thorne. Il s'arrêta sur le seuil, la main toujours sur la poignée. Il regarda Elisabeth, puis la pièce vide, puis de nouveau Elisabeth. Son regard était froid, calculateur. « Toi », dit-il d'une voix dangereusement basse. Elisabeth serra son plumeau. « Monsieur. Je vidais juste la poubelle. » Marcus entra et referma la porte derrière lui. Le clic du loquet résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « C'est vous d'hier », dit Marcus en s'approchant lentement d'elle. Celle qui fixait le document. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur, » répondit Elisabeth en baissant les yeux. « Je fais le ménage. C'est tout. » Marcus s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Grand et imposant, il la dominait. Elle sentait l'odeur de café dans son haleine et la sueur nerveuse sous son eau de Cologne. « J'ai consulté votre dossier, » dit Marcus. « Elisabeth, rien.
Aucun nom de famille dans le registre de l'agence. Juste Elisabeth. Aucune adresse, à part une boîte postale à Ageguinle. Aucun emploi antérieur à il y a 6 mois. Il inclina la tête. Vous parlez très bien anglais pour une femme de ménage, Elisabeth. Votre accent, il vous trahit. Quand vous sursautez, on dirait que vous avez fait un internat. Le cœur d'Elisabeth battait la chamade. Elle s'efforça de garder un visage impassible, un masque de confusion. Je vais à l'école du soir, monsieur, mentit-elle en accentuant de nouveau son accent. J'apprends à mieux lire. Marcus tendit la main et lui saisit le menton, la forçant à lever les yeux vers lui. Ses doigts étaient meurtris. Ne jouez pas avec moi, siffla-t-il. Il y a trop d'argent sur cette table pour que ça prenne des risques. Si je découvre que vous écoutez, si je découvre que vous lisez des choses que vous ne devriez pas. Il la lâcha d'un coup sec. Videz vos poches. Elisabeth se glaça. La page volée était chez elle, mais elle avait le stylo. Et son téléphone. Monsieur. Videz-les, hurla Marcus. Les mains tremblantes, elle sortit son chiffon anti-peluche, ses gants et son smartphone bon marché et fissuré. Marcus lui arracha le téléphone des mains. Il fit défiler les messages. Verrouillé, murmura-t-il. Quel est le code? 1, 2, 3, 4, chuchota-t-elle. Il le déverrouilla. Il consulta ses messages. Elisabeth retint son souffle. Les SMS de l'hôpital. Le message concernant David. Marcus lut le dernier message. Dialyse manquée. Il leva les yeux, un sourire cruel se dessinant sur son visage. Ah, dit-il. Un parent malade. Insuffisance rénale. Ça va coûter cher. Il lui lança le téléphone. Elle essaya de le rattraper. Tu es désespéré, dit Marcus en se détendant. Il lissa sa cravate. Il était clair qu'elle n'était pas une espionne. C'était juste une autre Nigériane misérable qui cherchait à obtenir l'aumône. Les gens désespérés sont prévisibles. Il se pencha vers son oreille. Si tu tiens à ton petit boulot, si tu veux continuer à payer pour les soins de celui ou celle qui meurt dans cet hôpital, tu vas baisser les yeux et te taire. Tu comprends? Oui, monsieur, murmura Elisabeth. Bien. Maintenant, file. Tu sens la javel. Elisabeth attrapa son chariot et s'enfuit. Elle se précipita aux toilettes les plus proches, s'enferma dans une cabine et pressa son front contre le carrelage froid. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à se tenir au lavabo. Il savait qu'elle était désespérée. Il pensait avoir un moyen de pression sur elle. Mais il s'était trompé. Il l'avait sous-estimée. Il pensait que la pauvreté l'affaiblissait. Il ignorait que la pauvreté avait anéanti sa peur de perdre quoi que ce soit, car elle avait déjà presque tout perdu. Elle se lava le visage, fixant son reflet dans le miroir. La femme apeurée la regarda en retour. Non, dit-elle à son reflet dans le miroir. Pas aujourd'hui. Elle rajusta son uniforme. Elle repensa aux mots glissés dans le journal d'Adébayo. Elle avait semé la graine. Il fallait maintenant l'arroser. Elle retourna au travail. Elle nettoya les couloirs, les salles de pause, la réception. Elle se fit à nouveau invisible. Vers 11 heures, un cri retentit du bureau du PDG. Elisabeth se trouvait près des ascenseurs. Elle s'arrêta. La porte du bureau d'Adébayo s'ouvrit brusquement. Le chef se tenait là, son carnet en cuir à la main. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Passez-moi du bois au téléphone !» hurla Adébayo à son assistant. Immédiatement. Marcus Thorne accourut de son bureau. « Chef, qu'y a-t-il ? Les délégués jouent au golf à l'Ikoyi Club. On ne devrait pas les déranger. »« Tais-toi, Marcus !» rétorqua Adébayo. Il balaya du regard l'étage, scrutant chaque visage. Il ne cherchait pas une femme de ménage. Il cherchait un cadre, un avocat, quelqu'un qui savait. « Il y a quelqu'un ici qui est plus malin que vous tous réunis », grogna Adébayo. Il brandit le carnet, sans toutefois en montrer le contenu. « Marcus, appelle le service juridique. On va réexaminer ce contrat. Article par article. Plus précisément, le paragraphe 14. » Marcus pâlit. « Le paragraphe 14 ? Mais chef, c'est juste une clause environnementale standard. »« Vraiment ? » rétorqua Adébayo. « Où est-ce là que se cache le serpent ?» Il claqua la porte. Elisabeth laissa échapper un long soupir de soulagement.
Ça avait marché. Il avait lu le mot. Mais maintenant, le temps pressait. Marcus allait paniquer. Il savait que quelqu'un avait prévenu le chef. Il retournerait le bureau de fond en comble pour trouver la fuite. Et la délégation française Dubois devait arriver demain pour la signature. Elisabeth consulta son téléphone. Aucun nouveau message de l'hôpital. C'était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Cela signifiait que David était vivant, mais que rien n'avait changé. Il fallait qu'elle termine ça. Le mot était un début, mais insuffisant. Adebayo interrogerait Dubois à propos de la clause, et Dubois le menteur invétéré tisserait un tissu d'excuses. Il s'en sortirait grâce à son charme. Oh, chef, un malentendu. Une erreur de traduction. Il fallait qu'elle les prenne sur le fait. Il fallait qu'elle soit présente lorsque Dubois mentirait. Mais comment? Elle poussa son chariot vers l'ascenseur de service. En attendant, elle aperçut le planning de nettoyage affiché au mur. Jeudi 12 heures, préparation de la salle de réunion pour la cérémonie de signature. Personnel, E. Carter. Elisabeth fixa son nom. C'était une mission suicide. Servir le thé à l'homme qui avait détruit son père. Se tenir dans la pièce avec Marcus Thorne pendant qu'il finalisait le vol. La moindre erreur et elle serait arrêtée. Mais si elle ne commettait aucune erreur. Elle effleura la poche où se trouvait le stylo de son père, imaginant son poids. Demain, murmura-t-elle. On en finit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et, pour la première fois en 6 ans, Elisabeth Carter y pénétra, non plus comme une servante, mais comme une soldate partant au combat. Le jeudi arriva avec la brutalité d'un coup de marteau. Le ciel de Lagos était d'un violet sanglant, lourd d'une tempête qui refusait de se calmer. À l'intérieur de la tour Sterling Gold, l'atmosphère était encore plus pesante. La paranoïa s'était emparée du 34e étage. Depuis l'apparition du mot anonyme dans le journal du chef Adebayo, le bureau était devenu un champ de bataille. Marcus Thorne était enragé. Il avait déjà renvoyé 2 secrétaires et un jeune comptable, les accusant de divulgation d'informations confidentielles. Il retournait tout le service contre le directeur à la recherche de l'oreille de l'OBA, ignorant complètement que l'espion qu'il traquait se trouvait justement dans la salle de pause, en train de rincer une cafetière. Elisabeth se déplaçait comme une ombre. La tête baissée, ses mouvements étaient mécaniques. Mais intérieurement, elle hurlait. À 10h15, son téléphone vibra contre sa hanche. C'était un message vocal du docteur Baloguin, de l'hôpital universitaire. Elle l'avait écouté dans le placard à fourniture, le téléphone collé à l'oreille si fort que ça lui faisait mal. Mademoiselle Carter. David est en choc septique. La machine de dialyse est le seul moyen de filtrer son sang. Son dossier a été signalé par l'administration. Si la caution de 500 000 Naira n'est pas versée avant 13 heures, ils sont légalement tenus de le transférer en hospitalisation générale. Dans son état, l'hospitalisation générale est une morgue. Je vous en prie, faites quelque chose. 13 heures. La cérémonie de signature avait lieu à midi. Il lui restait moins de 3 heures pour sauver son frère. Elle se lava le visage au lavabo de la salle de repos. L'eau était froide, mais sa peau la brûlait. La peur avait disparu. L'angoisse qui la faisait d'ordinaire trembler? Disparu. À sa place, une lucidité froide et implacable. C'était le sentiment d'un soldat qui, à court de munitions, décide d'utiliser sa baïonnette. Vous, aboya Madame Ocon, la responsable du service d'entretien, depuis l'entrée. Elisabeth. Pourquoi restes-tu plantée là à fixer l'eau? Excuse-moi, maman, répondit Elisabeth en s'essuyant les mains. Le chef a demandé un service spécial pour la salle de réunion. Les invités étrangers sont arrivés. Tu dois servir le thé et le café. Et pour l'amour du ciel, arrange ton foulard. On dirait une marchande. Elisabeth rajusta son uniforme. Elle servait le thé. C'était parfait. Cela la plaçait exactement là où elle devait être. Oui, maman. Elle prépara le chariot. Une théière en argent. Des tasses en porcelaine importée. Une assiette de chin-chin et de biscuits fins. Tandis qu'elle disposait le plateau, elle toucha la poche de son pantalon. Le stylo était là. L'arme. Elle fit rouler le chariot dans le long couloir de marbre. Les portes doubles de la salle de réunion étaient gardées par 2 policiers mobiles armés. Ils la fouillèrent distraitement, vérifiant qu'elle n'était pas armée, sans jamais se douter que la femme elle-même représentait le danger.
Ils ouvrirent les portes. La salle de réunion était glaciale. La climatisation tournait à plein régime pour lutter contre la chaleur corporelle collective de 20 hommes en costume de luxe. D'un côté de la longue table en acajou était assise l'équipe Sterling Gold. Le chef Adebayo avait l'air d'un nuage d'orage. Il ne souriait pas. Ses doigts tapotaient nerveusement la table. À côté de lui, Marcus Thorne semblait hystérique. Son sourire était trop large, son rire trop fort. Il transpirait à grosses gouttes dans son costume. De l'autre côté était assise elle, Alliance franco-congolaise. Elisabeth poussa le chariot et son regard se posa instantanément sur l'homme au centre. Jean-Luc Dubois. Il n'avait pas changé en 6 ans. Il était toujours impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui coûtait plus cher que l'immeuble entier où elle habitait. Ses cheveux étaient maintenant argentés, parfaitement coiffés en arrière. Il avait le visage d'un grand-père et le regard perçant d'un requin. Il parlait anglais, avec un accent prononcé et charmant. Et donc, chef Adebayo, nous pensons que ce partenariat sera le joyau de l'Afrique de l'Ouest. L'alliance de l'ingéniosité nigériane et du savoir-faire minier congolais. Savoir-faire, grogna Adebayo. Et la clause concernant elle, optimisation des effectifs? Mon vice-président me dit que cela signifie que nous recevons de nouveaux ordinateurs. Mais mes sources laissent entendre que cela signifie que je dois licencier mon personnel. Marcus intervint avant que Dubois ne puisse répondre. Chef, je vous en prie. Nous en avons déjà parlé. C'est du jargon. Optimisation signifie simplement perfectionner les compétences. Le français est très fleuri. N'est-ce pas, monsieur Dubois? Dubois sourit. C'était le sourire qui hantait les cauchemars d'Elisabeth. Précisément, monsieur Thorne, dit Dubois d'un ton suave. Nous sommes ici pour construire, pas pour détruire. Elisabeth fit le tour de la table en versant du café. Tic-tac. Versez. Tic-tac. Versez. Elle atteignit Marcus. Il ne la regarda pas. Il lui tendit sa tasse sans quitter le chef des yeux. Encore du sucre, lança-t-il sèchement. Elle ajouta du sucre. Elle avait envie de lui verser le liquide brûlant sur les genoux. Elle se dirigea vers le côté français. Elle atteignit Dubois. Alors qu'elle se penchait pour lui verser du thé, l'odeur de son eau de Cologne la frappa. Senta les mensonges. C'était le même parfum qu'il portait la nuit où il avait piégé son père. Dubois ne la regarda pas. Pour lui, elle était un bras, une main, une casserole. Il se tourna vers son associé, un jeune homme tenant une tablette, et parla. Mais il ne parla pas en anglais. Et il ne parla pas dans le français parisien standard auquel tout le monde s'attendait. Il passa au dialecte. Un mélange rapide de lingala et de français juridique technique, un code utilisé par l'élite minière de la province du Katanga pour maintenir les étrangers dans l'ignorance. « Regardez ces idiots », murmura Dubois à son associé en buvant une gorgée de son thé. « Ils signent leur propre arrêt de mort. Le gros ne se doute de rien. Regardez ces idiots. Ils signent leur propre arrêt de mort. Le gros ne se doute de rien. » La main d'Elisabeth se figea au milieu de la coulée. Une seule goutte d'eau chaude éclaboussa la soucoupe. L'associé rit doucement dans sa gorge. « Et le vice-président? Il est nerveux. » « Et le vice-président? Il est nerveux. »« Il est acheté, » répondit Dubois, sa voix étant à peine un murmure, supposant que la barrière de la langue était un mur de fer. Thorne a reçu son virement ce matin. Dès que l'encre est sèche, sur liquide tout. L'équipement part au port demain. On laisse juste la coquille vide. Il est acheté. Thorne a reçu sa mutation ce matin. Dès que ce sera fait, on liquide tout. Le matériel part au port demain. On ne laisse que la carcasse vide. Le silence régnait dans la pièce. Seuls les murmures polis des affaires se faisaient entendre. Mais pour Elisabeth, Dubois venait de crier une confession. Marcus Thorne frappa dans ses mains. « Eh bien, je crois que nous sommes prêts. Le temps presse, et nous avons une conférence de presse prévue à 14 heures. » Il fit glisser le document relié cuir vers le chef Adebayo. « Signez ici, chef. Et nous entrons dans l'histoire. » Adebayo regarda le document. Il regarda Marcus. Il regarda Dubois. Il prit son lourd stylo en or. Il hésita. Le doute était là, dans son regard, mais il n'avait aucune preuve. La note dans son journal était anonyme. Les agences de traduction avaient échoué.
C'était un homme d'affaires, et l'argent en jeu était colossal. L'histoire, murmura Adebayo. Il posa la plume sur le papier. Élisabeth se tenait derrière Dubois. Elle pensa à David, allongé sur son lit d'hôpital, le teint gris, le souffle court. Elle pensa à son père, mourant d'une crise cardiaque dans une chambre louée, honteux et brisé. Elle pensa aux milliers d'ouvriers qui rentreraient chez eux le lendemain pour trouver les portes closes. Elle n'était plus invisible. Elle était la tempête. Élisabeth serra la théière en argent. Clang! Elle la déposa sur la table. Brusquement. Le bruit retentit comme un coup de feu. Tous les regards se tournèrent. Le visage de Marcus Thorne se crispa de rage. Espèce d'idiot maladroit. Qu'est-ce que tu fais? Dégage! Élisabeth l'ignora. Elle ne baissa pas les yeux. Elle ne regarda pas le mur. Elle fixa Jean-Luc Dubois droit dans les yeux. Excusez-moi, dit-elle. Sa voix était douce, mais elle porta dans toute la pièce. Marcus se leva. Sécurité. Faites sortir cette femme. Excusez-moi, répéta Élisabeth, plus fort cette fois. Elle passa à l'anglais, son accent de « marchande du marché » disparaissant complètement. À sa place, l'anglais impeccable et soigné de son éducation privée. Mais je crois qu'il y a eu un malentendu. Le chef Adebayo s'arrêta. Son stylo plana à quelques centimètres du papier. Il regarda la femme de ménage, la regarda vraiment, et perçut sa posture, son énergie, son intelligence. « Qu'avez-vous dit » demanda Adebayo. « Vous » hurla Marcus en contournant la table. « Vous faites comme si vous saviez quelque chose. Vous êtes une femme de ménage. Vous n'êtes rien. »« Je ne suis pas rien » dit calmement Élisabeth en tournant son regard vers Marcus. « Et les gens que vous vous apprêtez à détruire ne le sont pas non plus. » Elle se retourna vers Dubois. Le Français la fixait, sa tasse de thé à mi-chemin de sa bouche, un froncement de sourcils marquant son front. Il reconnut quelque chose, le ton, le regard, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Élisabeth prit une profonde inspiration. Elle changea de langue. Elle ne parlait pas anglais. Elle ne parlait pas français standard. Elle parlait le dialecte. Ce mélange de katangais, de lingala et de français. Elle le parlait avec la cadence parfaite et naturelle d'une jeune fille ayant grandi en courant dans les enceintes diplomatiques de Kinshasa. « Monsieur Dubois » dit-elle d'une voix tranchante comme un rasoir. « Vous avez dit que l'équipement part au port demain. Est-ce que cela inclut aussi les turbines de la raffinerie, ou seulement les foreuses ?» Le silence qui suivit fut absolu. Le silence d'une bombe qui tombe avant l'explosion. Dubois resta bouche bée. La tasse lui glissa des mains et se brisa sur la table, inondant de thé le précieux contrat. « Quoi » halta-t-il. Marcus les regarda tour à tour, la panique montant en lui. « Quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est quoi ce charabia ?» Élisabeth se tourna vers le chef Adebayo. « Il ne m'a pas répondu, chef, dit-elle en anglais. Mais je peux répondre pour lui. Il vient de dire à son associé que M. Thorne a été payé ce matin. Il a dit que dès que l'encre est sèche, il liquide tout. Il vous laisse avec une coquille vide. »« Elle ment » hurla Marcus, la voix brisée. « C'est une folle. Regardez-la. Elle vient des bas-fonds. » Article 14, paragraphe 3, récita Élisabeth de mémoire, d'une voix assurée. Dans ce dialecte, mise à niveau ne signifie pas mise à niveau. Cela signifie nivellement. Comme dans niveler les effectifs à zéro. Elle s'approcha de la table, prit le contrat détrempé et l'ouvrit à la page 42. Elle pointa un doigt calleux vers une ligne de texte. Et là, noir cobalt. Ce n'est pas une filiale. C'est une société fantôme enregistrée aux îles Caïmans. J'ai vérifié le numéro d'enregistrement hier soir. Il n'existe pas. Vous vendez votre entreprise à un fantôme. Le chef Adebayo se leva lentement. Il examina le document. Il regarda Dubois, dont le visage était devenu gris pâle. Il regarda Marcus, qui tremblait. Puis il regarda Élisabeth. « Qui êtes-vous » murmura Adebayo. Élisabeth releva le menton. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit le stylo-plume qu'elle avait caché pendant 6 ans. Le stylo de son père. « Je m'appelle Élisabeth Carter » dit-elle d'une voix tremblante d'émotion pour la première fois. « Je suis la fille de l'ambassadeur Thomas Carter. Je vous conseille de ne surtout pas signer ce papier. » Dubois émit un miaulement rauque. « Carter »
La fille de Thomas? L'homme que vous avez piégé, rétorqua Élisabeth en le fixant droit dans les yeux. L'homme que vous avez tué par vos mensonges. Je vous écoutais, monsieur Dubois. Et je vous écoute encore. Marcus Thorne se jeta sur lui. Elle est folle. Sécurité. Arrêtez-la. Asseyez-vous, Marcus, rugit Adebayo. Le bruit fit trembler les murs. Le chef regarda Dubois. Le Français s'essuyait le pantalon avec une serviette, le visage défait. La culpabilité se lisait sur les gouttes de sueur qui perlaient à son front. Adebayo contempla le contrat, taché de thé. Il le prit et le déchira en deux. Sortez, ordonna Adebayo à la délégation française. Sa voix était basse, menaçante. Quittez mon immeuble avant que je vous jette du toit. Dubois ne protesta pas. Il attrapa sa mallette et se précipita vers la porte, ses associés sur ses talons comme des chiens apeurés. Il ne restait plus que le chef, le traître et la femme de ménage dans la pièce. Marcus Thorne était dos à la fenêtre. « Chef, écoutez. C'est un malentendu. Elle déforme mes propos. Elle. » Élisabeth, dit Adebayo en ignorant complètement Marcus. Il se tourna vers elle. La colère sur son visage avait disparu, remplacée par l'admiration. « Oui, monsieur. Vous avez dit que mon salaire vous reviendrait si vous pouviez traduire ceci. C'est exact. Avez-vous un compte bancaire? Oui. Mais monsieur, mon frère. L'hôpital. J'ai besoin. Adebayo sortit son téléphone. Marcus Thorne a terminé. Mais vous ne faites que commencer. Il composa un numéro. Sécurité, dit Adebayo au téléphone, les yeux rivés sur Marcus. Venez dans la salle de réunion. Amenez la police. Nous avons un voleur à récupérer. Élisabeth sentit ses jambes flancher. Elle s'agrippa au bord de la table pour se retenir. L'adrénaline retombait, la laissant étourdie. « Mon frère » murmura-t-elle. Adebayo s'avança et lui saisit le bras. Sa poigne était ferme, paternelle. « Combien » demanda-t-il. 500 000. Maintenant. Ou il meurt. Adebayo n'hésita pas. Il regarda son assistant, recroquevillé dans un coin. Transférer 5 millions de Naira sur le compte de Mademoiselle Carter. Immédiatement. Et appelez le docteur Baloguin personnellement. Dites-lui que s'il arrive quoi que ce soit à ce garçon, je rachèterai l'hôpital et je le renverrai. Élisabeth laissa échapper un sanglot. Elle porta la main à sa bouche et s'effondra au sol. Ça va aller, dit Adebayo en s'agenouillant près de la femme de ménage, au milieu de la salle de réunion dévastée. Tu n'es plus invisible, Élisabeth. Ta voix porte désormais le plus fort à la gosse. Le son des sirènes sur Victoria Island est généralement un signal pour les pauvres de fuir et pour les riches de fermer leurs fenêtres. Mais ce jeudi après-midi, les sirènes hurlantes à l'extérieur de la Sterling Gold Tower chantaient une autre chanson. Elles chantaient la justice. Dans la salle de réunion, le silence qui suivit les révélations d'Élisabeth était pesant, seulement rompu par les sanglots de Marcus Thorne. Le vice-président, jadis arrogant, était affalé dans son fauteuil en cuir, la cravate dénouée, le visage luisant de sueur, comme un homme qui sait sa fin proche. Le chef Adebayo, debout près de la fenêtre, observait les gyrophares rouges et bleus des voitures de police se détachant sur le ciel gris de Lagos. Il se retourna vers la pièce lorsque les lourdes portes s'ouvrirent. 4 agents de l'EFCC, la Commission des crimes économiques et financiers, firent irruption. Vêtus de vestes rouges et armés de fusils d'assaut, leur visage était grave. Ils ne regardaient pas le milliardaire. Ils cherchaient leur cible. Celui-là, lança Adebayo en pointant un doigt épais vers Marcus. Espionnage industriel. Fraude. Et tentative de détournement de 20 milliards de Naira. Marcus se releva en sursaut, les mains tremblantes. « Chef, je vous en prie. C'était une erreur. J'ai subi des pressions. Dubois, il m'a forcé. » Gardez ça pour le juge, Marcus, dit froidement Adebayo. Et pendant votre séjour à la prison de Kirikiri, vous pourriez peut-être apprendre le français. Vous aurez tout le temps. Élisabeth observait la scène du coin de la pièce. Elle s'agrippait toujours au bord de la table en acajou, les jointures blanchies. Elle vit les agents menotter Marcus Thorne. Le clic des menottes métalliques résonna un bruit sec et définitif. Alors qu'il l'emmenait de force, Marcus croisa le regard d'Élisabeth. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement de la confusion.
Il ne comprenait toujours pas comment une femme qui avait nettoyé ses toilettes avait pu ruiner sa carrière. « Qui êtes-vous » murmura-t-il de nouveau tandis qu'on le traînait à travers les portes. Élisabeth ne répondit pas. Inutile. Toute la pièce savait désormais qui elle était. Quand les portes se refermèrent, un soupir de soulagement sembla emplir la pièce. L'équipe juridique de Sterling Gold s'affairait à rassembler les papiers éparpillés, tentant de sauver la situation. Mais le chef Adebayo s'approcha d'Élisabeth. Cette fois, il ne la dominait pas de toute sa hauteur. Il la regarda droit dans les yeux, d'égal à égal, comme un homme face à une femme. « L'argent a été transféré », dit doucement Adebayo. « Mon assistante l'a confirmé. L'hôpital a commencé la procédure. » Élisabeth laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis 6 ans. Ses jambes finirent par la lâcher et elle s'affaissa dans l'un des fauteuils moelleux du bureau. Elle enfouit son visage dans ses mains et pleura. Non pas des larmes discrètes et polies, mais des sanglots profonds et violents qui secouaient son petit corps. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la libération de la terreur. C'était la sensation d'un soldat qui retire son armure après une guerre interminable. Adebayo posa une main sur son épaule. Il ne dit rien. Il resta là, veillant sur elle, la laissant pleurer, respectant la dignité de son émotion. « Allez le voir », dit Adebayo lorsqu'elle se calma enfin. « Mon chauffeur est en bas. Prenez la Rolls-Royce. Allez voir votre frère. » Élisabeth leva les yeux, rouge mais brillant. « Merci, monsieur. »« Ne m'appelez pas monsieur », grogna Adebayo, un léger sourire aux lèvres. « Après ce que vous venez de faire ? Vous pouvez m'appeler chef. Maintenant, allez-y. Mais revenez lundi. Nous avons du travail. » Le trajet jusqu'à l'hôpital universitaire de Lagos, LUT, fut un tourbillon de cuir luxueux et de climatisation, un contraste saisissant avec le Danfo, minibus, qu'elle avait pris la veille. Lorsqu'elle entra dans l'unité de soins intensifs, les infirmières ne l'arrêtèrent pas. L'acompte avait été versé. Le protocole VIP était respecté. David était allongé dans une chambre privée, branché à une machine de dialyse qui ronronnait régulièrement. Il avait meilleure mine. La pâleur grise de la mort avait disparu, remplacée par le teint blafard de l'épuisement. Il ouvrit les yeux lorsqu'elle entra. « Lise » murmura-t-il d'une voix rauque. Élisabeth s'affala sur la chaise à côté de son lit et prit sa main. Elle était chaude. « Je suis là, Dave » murmura-t-elle en embrassant ses phalanges. « Je suis là. »« Les médecins » murmura David, les yeux encore embrumés de sommeil. « Ils ont dit qu'un miracle s'était produit. Ils ont dit qu'un ange avait payé la facture. » Élisabeth sourit, des larmes coulant à nouveau sur ses joues. « Pas un ange, Dave. Juste un agent d'entretien avec une voix très forte. » Elle resta assise à ses côtés toute la nuit, observant les bips des moniteurs, sa poitrine se soulever et s'abaisser. Pour la première fois depuis des années, elle dormit sans cauchemar. Le monstre de la pauvreté rôdait toujours, tapi dans les rues de Lagos, mais pour cette nuit, sa porte était verrouillée et sa famille était en sécurité. 6 mois plus tard, le soleil matinal sur Echo Atlantique était d'une clarté aveuglante, se reflétant sur l'océan et transformant les tours de verre en colonnes de feu. Elizabeth Carter se tenait près de la baie vitrée du 35e étage de la Sterling Gold Tower. La vue était à couper le souffle. D'ici, les voitures ressemblaient à des jouets et les gens étaient invisibles. Mais elle se souvenait de ce que c'était que d'en bas. Elle ne l'oublierait jamais. Elle lissa la jupe de son tailleur. Confectionnée en tissu Ankara bleu profond, elle arborait une coupe moderne et professionnelle. Ses cheveux n'étaient plus dissimulés sous un foulard. Ses cheveux étaient coiffés en élégantes tresses qui ornaient sa tête. La porte de son bureau s'ouvrit. Directrice Carter. C'était son assistante, une jeune femme nommée Chioma. 6 mois auparavant, Chioma était stagiaire et intimidée par les réunions. Désormais, sous la tutelle d'Elisabeth, elle dirigeait l'équipe logistique pour l'Afrique de l'Ouest. Oui, Chioma. La délégation allemande est arrivée. Il demande le symbole de l'or. Elisabeth sourit. C'était un surnom que la presse économique lui avait donné après la révélation de l'histoire de la PDG de Cleaner. La langue d'or. La femme qui maîtrisait 5 langues, le langage des affaires, celui de la rue et celui de la diplomatie. Faites-les entrer, dit Elisabeth. Et Chioma? Assure-toi que le service du thé soit impeccable. On ne sait jamais qui nous observe. Oui, maman.
Chioma s'éloigna, et Elisabeth retourna à son bureau. C'était le même bureau en obsidienne où Marcus Thorne avait l'habitude de s'asseoir. Mais l'atmosphère était différente. Plus chaleureuse. Des photos de David, désormais complètement rétabli et achevant ses études de poésie, ornaient les étagères. Et au centre du bureau, posé sur un coussin de velours, se trouvait un vieux stylo plume bon marché. Le stylo de son père. Le chef Adebayo avait tenu parole. Il ne lui avait pas seulement donné de l'argent, il lui avait offert une tribune. En tant que directrice de la stratégie internationale, Elisabeth avait restructuré la politique sociale de l'entreprise. Plus de clauses cachées. Plus de travailleurs invisibles. Chaque femme de ménage, chaque agent de sécurité, chaque chauffeur bénéficiait désormais d'une assurance maladie et d'une bourse d'études pour ses enfants. Elle avait également rouvert le dossier de son père. Avec le soutien de l'équipe juridique d'Adebayo, ils avaient mis au jour les preuves fabriquées par Dubois. Le Haut-Commissariat britannique avait présenté des excuses officielles à la famille Carter la semaine précédente. Le nom de son père était blanchi. L'interphone sonna. Directeur, le chef Adebayo est en ligne. Elisabeth appuya sur le bouton. Bonjour, chef. Elisabeth. La voix tonitruante d'Adebayo résonna dans la pièce. Je viens de voir les rapports trimestriels. Les bénéfices ont augmenté de 40%. Les Allemands adorent le nouveau cadre d'exploitation minière éthique. La transparence est profitable, chef, dit Elisabeth. Je vous l'avais dit. C'est vrai, ricana Adebayo. Vous savez, parfois je regrette l'époque où vous vous contentiez de nettoyer mon bureau. Vous étiez bien plus discrète. Je n'ai jamais été silencieuse, chef, répondit Elisabeth en tapotant le stylo sur son bureau. Vous n'écoutiez tout simplement pas. Ah, c'est vrai. Tout à fait vrai. Écoutez, je vous envoie un nouveau contrat. Il est en mandarin. Pouvez-vous vous en occuper? Elisabeth sourit. Est-ce que le soleil brille à Lagos? Envoyez-le. Elle raccrocha. Elle prit le stylo de son père et se dirigea vers la salle de conférence. En passant dans le couloir, elle aperçut un nouvel agent d'entretien en train de laver le sol. Un jeune homme, la tête baissée, qui essayait de se faire oublier. Elisabeth s'arrêta. Le jeune homme se figea, terrifié à l'idée que la directrice l'ait remarqué. « Bonjour », dit Elisabeth d'une voix claire. Le jeune homme cligna des yeux. « Bonjour, madame. Quel est votre nom ?»« Samuel, madame. »« Samuel », répéta Elisabeth. « Relève la tête. Ici, on se regarde dans les yeux. Tu fais partie de l'équipe. Tu comprends ?» Samuel se redressa. Il la regarda vraiment, et vit de la bienveillance dans ce regard puissant. Un sourire illumina son visage. « Oui, maman. Je comprends. » Elisabeth hocha la tête et entra dans la salle de réunion. Elle n'était plus un fantôme. Elle était un pont. Un pont entre la rue et le ciel, entre le silence et le cri. Elle était Elisabeth Carter, la femme qui avait transformé un balai en sceptre, et elle avait beaucoup de travail. Et voilà, l'histoire de comment l'invisible est devenu inoubliable. Cela prouve qu'il ne faut jamais mépriser personne, sauf pour l'aider à se relever. On ne sait jamais qui détient les clés de notre avenir. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Elisabeth? Auriez-vous pris l'argent et fui, ou se serait-il battu pour l'entreprise? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour en découvrir d'autres. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.